Je vais maintenant donner la parole à Marc Hainaut, qui est aussi un collègue du Collège de France, qui est physicien titulaire de la chaire de physique théorique champ, cordes, gravité, qui est européen en même temps que professeur ici, qui est en fait citoyen belge, et qui a été directeur des instituts internationaux de physique et chimie fondés par Solvay. Et je crois que Solvay réapparaîtra dans l'histoire qu'il va nous tisser et nous présenter maintenant. À toi la parole, Marc. Merci. Bon après-midi à tous. Je remercie aussi les organisateurs de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer ici au colloque de rentrée. Quand on parle d'organisation européenne de la physique, on pense inévitablement au CERN. Alors, qu'est-ce que c'est le CERN ? Alors, ça veut dire, donc c'est l'acronyme pour Conseil européen pour la recherche nucléaire, qui est le nom de l'organe provisoire qui a été mis en place en 1952 et qui a été rebaptisé à sa création en 1954, Organisation européenne pour la recherche nucléaire, mais on a gardé l'acronyme initial. Alors, le CERN est en effet un succès remarquable, démontrant combien la mise en commun par plusieurs États de leurs moyens financiers et humains multiplie leurs possibilités de recherche. Cette organisation dépasse d'ailleurs largement les frontières de l'Europe. Alors voici les pays membres du CERN, mais plusieurs pays non européens ont rejoint le CERN soit comme membres associés, soit comme observateurs, soit en signant des accords de coopération. Il n'y a pas plus de physique européenne que de physique américaine ou japonaise, et ce caractère universel de la science se reflète par le nombre de pays qui collaborent au sein du CERN, qui est devenu une véritable association scientifique mondiale. Alors, si l'existence du CERN apparaît aujourd'hui comme une évidence, l'idée de lancer une telle initiative dépassant les frontières nationales était audacieuse et courageuse au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Elle est en tout cas en rupture très nette avec l'état d'esprit qui prévalait à la fin des hostilités de 14-18 et pendant une bonne partie de l'entre-deux-guerres. Et la Première Guerre mondiale, en effet, a donné un coup d'arrêt brutal aux premières tentatives de développer des rencontres et des collaborations scientifiques au niveau international, ce qui, avant 14, voulait dire européen. Et je vais illustrer combien l'impact des tensions politiques a affecté l'évolution des relations internationales entre savants, et en particulier l'énorme retour en arrière qu'a entraîné la guerre de 14-18, à travers une histoire que je connais, celle des conseils scientifiques Solvay. N'étant pas historien des sciences, je ne parlerai que de cela. Donc en fait, mon exposé sera une brève histoire des premiers conseils Solvay, qui me permettra d'ailleurs de mettre en évidence des liens avec le Collège de France qui ont existé dès le début de la création des instituts. Mais donc le message principal que je voudrais faire passer, c'est que l'organisation internationale de la recherche n'est pas du tout quelque chose comme donné, et ça nécessite une volonté, un courage que les scientifiques et les politiques au sortir de la Deuxième Guerre mondiale ont pu trouver. Alors, Conseil de physique Solvay, tout commence en 1911 avec le premier conseil de physique Solvay. Donc, je ne vais pas donner les noms de tous les participants, mais quelques-uns qui ont joué un rôle important. Il y a Planck, il y a Brillouin, je vois que les noms sont difficiles à lire. Il y a Madame Curie, bien sûr, on la retrouvera sur toutes les photos que je montrerai. Il y a Poincaré, il y a Langevin, il y a Einstein. J'aurais voulu aussi mentionner les Allemands. Alors, il y a quelque part sur la photo Wien, et il y a quelque part sur la photo aussi Nernst. Alors, Nernst est... Non, là, il y a Planck, là, il y a Nernst. Mais donc, tous les grands physiciens de l'époque ont été invités et ont participé à cette réunion scientifique. Et donc, comment cette réunion scientifique a été décidée ? En fait, c'est la première véritable réunion de physique internationale. Les réunions avant, c'était surtout les académies nationales qui les organisaient. Parfois, c'était élargi. Il y a une exception, c'est une grande réunion de physique internationale qui s'est tenue en 1900 à Paris, mais il y avait plus de 700 participants, et donc ce n'était pas du tout le même type de réunion. Ici, ce sont des réunions avec très petit nombre de participants et où les discussions sont privilégiées par rapport au rapport. D'ailleurs, nous avons des lettres de Madame Curie qui dit très bien, il ne faut pas donner trop de temps de parole aux orateurs, il faut privilégier les discussions.
L'initiative a été prise malgré un contexte politique qui était encore difficile à l'époque. Il y a eu des tensions entre l'Allemagne et la France, par exemple, sur la question du Maroc, par l'industriel belge Ernest Solvay, qui était un internationaliste convaincu, et il y avait effectivement un courant internationaliste encore très actif avant la Première Guerre mondiale. Et dans cet esprit internationaliste, d'ailleurs, on a parlé des langues parlées dans les milieux scientifiques. Le Conseil, et j'imagine que c'est pour ne froisser aucune susceptibilité nationale, s'est déroulé en allemand, en anglais et en français, chacun des intervenants utilisant sa propre langue. Et heureusement que le président du Conseil, Hendrik Lorentz, venant d'un petit pays qui est resté neutre en 14-18, était un remarquable polyglotte, et il en assurait la présidence et traduisait éventuellement quand c'était nécessaire. Mais les rapports de chacun des intervenants ont été présentés dans la langue de l'intervenant. Donc il y a les rapports en anglais, en allemand et en français. Et Marcel Bruyens, d'ailleurs particulièrement, bon, on a une lettre, c'est pour ça que je mentionne Marcel Bruyens qui a été professeur ici, particulièrement élogieux à propos de la connaissance des langues de Lorentz, et s'avoue lui-même un peu dépassé parfois quand les collègues allemands font des interventions dans leur langue. Einstein dit à peu près la même chose. Donc la question des langues, là, ce n'était pas l'anglais, c'était chacun dans sa langue nationale. Donc voilà, le conseil a eu lieu, et dans la foulée de ce conseil, Ernest Solvay, avec Hendrik Lorentz, qui avait assuré la présidence du conseil, décida de créer un institut international de physique. Et cet institut a été créé en 1912 et est vraiment résolument international. Donc l'institut est sur le plan scientifique entièrement piloté par un comité scientifique international. Toujours maintenant d'ailleurs, il y a un comité scientifique international qui prend les grandes décisions scientifiques. Et à l'époque, les membres de ce comité, c'était plusieurs prix Nobel représentant plusieurs pays. Il y a Lorentz comme prix Nobel, il y a eu Marie Curie qui l'aura, ou qui l'a eu en 1911, Kamerlingh-Onnes, Nernst, Rutherford. Et puis vous voyez aussi qu'il n'y a qu'un seul Belge. C'était la volonté de Solvay de ne nommer que des gens qui étaient super compétents dans leur domaine. Et la physique en Belgique, à cette époque-là, était un peu faiblarde. Donc il a mis un Belge pour représenter la Belgique, parce qu'il y a quand même des décisions qu'il fallait prendre qui avaient un impact sur la science belge, mais c'est très minoritaire et en tout cas absolument loin des coteries belges éventuelles. Alors l'objectif de cet institut international de physique, c'est d'abord organiser périodiquement des conseils de physique, comme on l'a vu, mais aussi donner des subsides extraordinaires à des savants belges ou étrangers pour des travaux présentant une importance et un intérêt exceptionnels, et également des bourses à des jeunes chercheurs belges pour éventuellement aller se former à l'étranger. Alors, ça a conduit au deuxième conseil de physique Solvay. Alors normalement c'était tous les 3 ans, mais Ernest Solvay était un peu impatient d'avoir le deuxième, donc la fréquence initiale est un peu plus élevée. Mais surtout les subsides Solvay, c'était un programme absolument pionnier qui a malheureusement disparu avec la Première Guerre mondiale, comme j'expliquerai. Mais donc il y avait une rigueur exceptionnelle dans l'attribution des subsides, et les bénéficiaires de ce programme, qui n'a duré que 2 ans, en fait il a été mis sur pied de mi-1912 de mi-1912 à mi-1914. Les bénéficiaires sont d'ailleurs de tous les pays et il y a énormément de prix Nobel. Donc je pense que c'est un peu les programmes ERC ou européens avant la lettre, la même rigueur exceptionnelle avec un comité scientifique dont je donnerai la composition plus tard, absolument exceptionnel. Et donc vous voyez que l'argent a été distribué un peu partout en Europe. Bon, l'Allemagne se taille la part du lion parce que la science allemande était particulièrement vigoureuse à l'époque, mais il y a aussi la Russie reçoit de l'argent, l'Institut Lebedev en Russie. Et malheureusement, la guerre 14-18 a mis fin à cette activité. Ce sera d'ailleurs le sujet principal de mon exposé. La raison pratique, c'est que Solvay avait mis de l'argent, avait créé une fondation, et la dévaluation du franc a complètement mis par terre les moyens de cette fondation. C'est intéressant d'ailleurs parce que Solvay voulait donner 30 ans à cette fondation, et il a dit après 30 ans, ce sera au tour des gouvernements et du monde politique de prendre leur lait. Alors, oui, là je vais un peu vite. Donc tout a été mis par terre par la Première Guerre mondiale, et je vais d'abord montrer les photos. Il n'y a plus que les conseils Solvay de physique, et je vais d'abord montrer les photos des conseils de 21 et de 24, et il y a une anomalie sur ces photos.
Alors malheureusement, comme vous ne voyez pas les noms, et qu'en plus il y a des Autrichiens et des Suisses qui portent des noms allemands, ça n'est peut-être pas entièrement évident, mais l'anomalie, c'est qu'il n'y a pas de savants allemands. Il n'y a pas de savants allemands en 1921, et il n'y a pas de savants allemands en 1924. Et pourquoi il n'y a pas de savants allemands? C'est parce que la guerre de 14-18 a été non seulement une boucherie en termes humains, mais a été également une guerre idéologique absolument féroce, y compris parmi les intellectuels, et dont les intellectuels, au sortir de la guerre, ne se sont pas remis tout de suite. Et donc, en particulier, on a décidé d'exclure les savants allemands des réunions scientifiques internationales. Et une des raisons, c'est qu'il y a eu un manifeste qui, en Belgique en tout cas, a eu un retentissement énorme. C'est ce qu'on appelle le manifeste des 93. C'est un manifeste signé par 93 intellectuels allemands, des savants, des peintres, des écrivains, pour défendre l'invasion de l'Allemagne par la Belgique et les atrocités qui y avaient été commises. Donc c'est un document de propagande qui est daté du 4 octobre 1914, donc relativement début de la guerre, signé par 93 intellectuels allemands, pour justifier l'invasion de la Belgique et surtout les exactions de l'armée allemande qui a été assez brutale. Alors, le ton est violent et outrancier, je ne vais pas le reproduire ici, mais juste quelques extraits, et je ne vais pas tout lire non plus d'ailleurs. Mais la première chose, pourquoi ils ont violé la neutralité de la Belgique? Parce qu'ils avaient la preuve que s'ils ne le faisaient pas, la France et l'Angleterre l'auraient fait. Alors pourquoi ils ont tué des citoyens belges un peu partout? Il y a eu des massacres de citoyens belges, mais c'était parce que les citoyens belges ne les ont pas accueillis bras ouverts, essentiellement. Et donc, ces intellectuels allemands justifient l'attitude de l'armée allemande au début de la guerre, qui avait été particulièrement choquante. Pourquoi? Il y a eu aussi le fameux épisode la bibliothèque de Louvain qui a été brûlée. Alors pourquoi ils l'ont fait? À nouveau, c'était contraint et forcé, et c'est un dommage collatéral qu'ils regrettent, mais la vie d'un soldat allemand valait mieux que les œuvres d'art. Et donc, comme on peut le voir, les intellectuels allemands, très peu parmi eux en tout cas, ont pu être au-dessus de la mêlée. Et parmi les signataires, on trouve 3 participants importants du premier conseil de 1911, Nernst, Planck et Wien. Einstein a refusé de signer le manifeste, il a même contribué à un contre-manifeste, mais le fait que Nernst, Planck et Wien aient signé a fait qu'ils n'ont plus pu être invités, en tout cas ni en 21 ni en 24, au Conseil Solvay. Donc ça a eu, cette guerre de propagande et idéologique a eu des conséquences désastreuses sur la reconstruction de la science et la reconstruction de l'Europe après 1918. Alors, Lorentz et Solvay, qui étaient tous les deux... Bon, Lorentz avait le mérite en plus d'être néerlandais, et donc d'un pays qui était resté neutre pendant le conflit. Donc Lorentz et Solvay, qui étaient tous les deux internationalistes et qui avaient gardé leurs convictions, ont voulu continuer à organiser les réunions scientifiques, mais le contexte politique ne permettait pas d'inviter des savants allemands. Ils ont juste obtenu qu'on puisse inviter Einstein. Ce n'était pas tout à fait clair d'ailleurs qu'il était réellement allemand, mais en plus, comme il n'avait pas signé le manifeste, il a pu être invité. Il n'est pas venu au Conseil de 21, mais il s'est fait représenter. Et en 24, il n'a pas voulu venir. Il a dit « Je ne viens pas parce que je trouve ridicule de ne pas inviter des savants sur base de la nationalité. » Alors, Lorentz était assez habile. Il y avait des membres allemands du comité scientifique. Ils n'ont pas été expulsés, mais ça tombait bien, il fallait renouveler le comité scientifique. Il a demandé à ce que tous les membres confirment leur démission. Et on a reconduit tout le monde, sauf les Allemands, qui ont été remplacés par Bragg, par un certain Righi, dont je n'avais pas entendu parler avant, mais qui était apparemment un savant italien et aussi sénateur. Mais il est mort très rapidement, il a été remplacé par Langevin en 1920. Et Goldschmidt, qui représentait la Belgique, mais qui avait des origines allemandes, a été remplacé par un professeur de l'université de Gand, Van Nobel. Alors, comme je l'ai dit, Einstein est autorisé à venir, mais il décline l'invitation. En fait, en 21, il ne pouvait pas venir, et en 24, il n'a pas voulu venir. Et donc, ce n'est qu'en 27 que les savants allemands ont été autorisés à revenir. Il y avait des volontés à ce qu'ils puissent revenir. Je pense aussi le fait que l'Allemagne soit rentrée dans la Société des Nations en 1926 a probablement aidé, qu'elle ait aussi signé le
les accords de Locarno avant également. Mais donc, il y a retour des grands conseils Solvay en 1927 avec la jeune génération des savants allemands, Heisenberg ici. Mais Planck revient, c'est son dernier conseil. On voit toujours Marie Curie. C'est aussi le dernier conseil on voit que Einstein est revenu. Et c'est en fait le dernier conseil de Lorentz, qui est mort en 1928. Alors évidemment, la période qui a suivi 1927, donc ça remettait les conseils sur les rails. Lorentz est mort en 1928 et c'est Langevin qui a repris la présidence du comité scientifique. Donc Langevin qui était professeur ici aussi, qui a joué un rôle très important dans les conseils Solvay, dans leur organisation. Et le conseil de 1930, le premier donc qu'il a organisé, celui de 1933, sont des succès remarquables, même si déjà en 1933 on perçoit les premières tensions. Et Einstein a annulé sa participation à la dernière minute. Il partait aux États-Unis, il n'a pas voulu revenir en Europe. Oui, je devrais quand même insister aussi sur le fait que le Conseil de 27, petite anecdote, donc qui est le premier conseil où les Allemands sont revenus, même à cette époque-là, ce n'était pas du tout évident qu'on puisse les inviter. Et il a été demandé aux organisateurs de ne pas donner les noms des savants invités pour ne pas qu'il y ait de manifestation de la population à l'endroit où se réunissait le Conseil. Et Van Nobel, qui était professeur belge de l'Université de Gand, a refusé d'y participer. Bon, l'Université de Gand avait souffert pendant la guerre 14-18 parce qu'il y avait des Allemands. Il n'a pas voulu venir. Bon. Mais donc, tout ça pour vous dire que l'atmosphère n'était absolument pas propice et qu'il fallait quand même pas mal d'énergie et de volonté pour y arriver. Et puis, en 1933, les choses ont commencé à se gâter. Langevin faisait beaucoup de choses. En 1936, qui était normalement l'année suivante, il y a eu le Front populaire, il y avait une activité politique importante. Donc le Conseil de 1933 a été reporté, d'abord en 1938, et puis en 1938, ils n'étaient pas prêts. Finalement, il devait avoir lieu en 1939. Et le Conseil de 1939 est intéressant parce que c'est le seul conseil pour lequel nous avons les comptes rendus qui n'a pas eu lieu. C'est-à-dire la tradition des conseils Solvay, c'est que les gens envoient leurs contributions avant de venir, et ça a été fait. Mais le Conseil a été annulé à cause de la guerre qui a été déclarée en 1939. Et donc le Conseil qui devait se tenir à l'automne 1939 a été annulé, mais nous avons toutes les contributions dans la langue des intervenants. Alors, ceci, bien entendu, après, il y a eu la guerre, puis le cataclysme de la guerre 40, la destruction de l'Europe par la guerre de 40-45. Et après 45, il y a eu des tentatives de reconstruire l'Europe, et je dirais que les nations ont été plus sages après 1945 qu'elles ne l'ont été après 1918. Je pense qu'il n'y avait pas de volonté de vengeance comme après 1918. Peut-être qu'elles y étaient forcées d'ailleurs, parce que c'était construire ensemble ou périr. Il y avait un exode massif des scientifiques vers les États-Unis, où les conditions de travail étaient bien meilleures. D'ailleurs, si on voit le premier conseil de physique d'après-guerre, de Deuxième Guerre mondiale, c'est 1948, il n'y a pas un seul savant allemand venant d'Allemagne. Les Allemands n'étaient pas exclus, mais il n'y a pas de savants allemands, simplement parce qu'ils étaient tous principalement partis ailleurs. Et donc l'idée du CERN germe après la guerre au sein de la communauté scientifique qui a réellement poussé cette construction européenne. Elle est, je pense, officiellement présentée en 1949 pour la première fois par Louis de Broglie. Le soutien de l'UNESCO arrive rapidement en 1950. Il y a un premier accord de principe signé en 1952. Et en 1954, le CERN démarre avec la construction des premiers accélérateurs. Et comme nous le savons tous, c'est pour ça que je n'ai pas tellement insisté sur cet aspect, c'est une initiative qui a été couronnée de succès. L'infrastructure est extrêmement performante, et non seulement en termes de résultats de recherche de pointe, mais en termes du nombre de lauréats du prix Nobel qui ont pu effectuer leurs recherches au CERN, de retombées technologiques aussi, puisque le World Wide Web a été inventé au CERN. Je pense qu'on peut sans aucun doute dire que le CERN est une remarquable réussite, que c'était une bonne idée de se mettre ensemble pour construire cette infrastructure. Et d'ailleurs, d'autres grandes infrastructures, et je ne vais prendre que 2 exemples de physique, ont suivi, mais il y aura d'autres exemples, je suis sûr, seront donnés dans les exposés suivants. Il y a plus récemment le synchrotron à Grenoble, il y a le laser à rayons X à Hambourg, et il y aura d'autres exemples qu'on peut donner. Donc c'est une idée qui, très heureusement, a fait des émules. Également aussi, la European Physical Society a été créée en 1968, donc qui dépasse les frontières nationales, donc dans le même ordre d'idées.
Donc, je pense que je dois conclure. Et donc, pour conclure, ce que j'ai voulu montrer ici, c'est que la construction européenne n'est pas quelque chose de facile. Alors, je pense que tous les orateurs ont plus ou moins dit la même chose, mais j'ai pris le contexte très spécifique de la physique pour le montrer. Et que ça a été plutôt houleux, avec des... Je crois qu'avant 14, peut-être dans une certaine mesure, les mentalités étaient prêtes pour faire cet effort, mais 14-18 a marqué un temps d'arrêt très brutal. Et je dirais c'est assez étonnant de voir que, y compris les intellectuels, se sont vraiment jetés dans la bagarre idéologique de manière un peu surprenante, je pense, ou en tout cas avec nos yeux maintenant, qui paraît un peu surprenante. Et donc, ce n'est qu'après 1945 que les esprits étaient prêts pour de telles initiatives, dépassant les frontières nationales. Le CERN en est un des premiers exemples et certainement un des plus fructueux. Je dirais qu'il porte ses fruits en termes de résultats, mais je pense aussi qu'un des premiers grands succès du CERN, au-delà des succès scientifiques, c'est qu'il a contribué à réconcilier les nations autrefois antagonistes. Il suffit d'aller à la cafétéria du CERN pour voir comment les scientifiques de tous les pays interagissent entre eux. Voilà, merci beaucoup. Juste une référence concernant les premiers conseils de physique Solvay qui racontent avec plus de détails, en donnant les sources, ce que je vous ai expliqué. Voilà, merci pour votre attention.